Hello les gars, nouveau facecam, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire comme d'habitude, vous abonner si c'est pas fait, surtout très important. Alors comme j'avais dit dans mon dernier facecam avant le vlog de la semaine dernière, c'est que j'avais fait ma vidéo sur mon père, etc. Pour faire cette vidéo là, ensuite en fait que vous ayez la base pour comprendre cette vidéo. Donc je fais cette vidéo justement parce que j'ai besoin de mettre à plat les choses sur l'énergie féminine, masculine, quelle place ça prend dans ma vie, etc. En faire des vidéos c'est toujours motivant, c'est un échange de bons procédés entre vous et moi puisque vous pouvez vous reconnaître, vous pouvez, enfin bref, voilà, tout ce que la vidéo peut vous apporter, mettre des mots sur les choses et tout. Et moi ça me permet de me motiver à vraiment faire le vide dans ma tête, enfin le tri dans ma tête plutôt, de faire le travail que mon psy m'a demandé, enfin mon psy, mon thérapeute, parce que je suis dans ce travail-là d'énergie féminine masculine depuis un bon moment, et voilà, j'aimerais avancer le travail, donc je vous en fais part. À chaque fois qu'il y a un sujet dans ma vie qui est un petit peu prédominant, je vous en fais part. Vous avez toujours une vidéo de ce qui se passe dans ma vie, qui suit mon évolution personnelle, que ce soit dans la matière ou mon évolution psychique. Vous avez tout le temps des sujets vidéo qui sont raccord avec ce qui se passe dans ma vie sur le moment. Voilà. Disclaimer, je parle en mon nom, je parle en mes croyances, je dis pas des vérités générales. Vous pouvez prendre ce qu'il y a à prendre, ne pas prendre ce que vous voulez pas prendre, et puis ça ira. Donc moi je crois énormément en la partie yin et yang de la vie. Je sais que j'avais déjà eu une critique là-dessus avec un commentaire en mode non mais Clara a déjà dit qu'elle était croyante de partie féminine masculine et tout. Il y a des personnes à juste titre qui ne supportent plus cette mode entre guillemets du féminin masculin. Donc on va déceler tout ça, je vais vous parler de moi, mes croyances et tout. Mais voilà, ça reste mes croyances, ça reste ma vie, mes vidéos, donc je dis ce que j'ai envie. Et vous prenez ou vous ne prenez pas ce que vous voulez. Voilà. Mais l'idée générale de la vidéo sur mon père, c'est que j'ai développé une énergie masculine entre guillemets. On va voir après juste ce que c'est, hein, vous inquiétez pas. Suite au décès de mon père, donc il s'est enlevé la vie, pour en fait pouvoir être dans le contrôle des choses, le remplacer entre guillemets dans ma famille, être dans un mode de survie où en fait je contrôle les choses pour prévoir de potentielles blessures, des potentiels abandons, trouver aussi ma place sociale dans la vie. Voilà, ça a été en fait un mécanisme entre guillemets de défense et de reconstruction après le décès de mon père. Voilà, donc mon énergie masculine c'est un petit peu créé à ce moment-là, mais on va directement rentrer dans c'est quoi l'énergie féminine masculine selon moi. Je vais reprendre toutes les idées qui ne viennent pas de moi mais en lesquelles moi je crois. Donc c'est comme la lune, le soleil, le yin, le yang, le froid, le chaud, le riz, les pâtes. Non, c'est pas vrai. Mais tout bonnement, on a aussi cet exemple de yin et de yang dans les organes génitaux. Et ça, je trouve ça super intéressant, c'est que quand on se renseigne un petit peu en spiritualité sur le tantra, etc., les expériences plus spirituelles dans la sexualité et tout, on va retrouver directement les polarités de la femme. La poitrine chez la femme, c'est le plus, la poitrine chez l'homme, c'est le moins, l'organe génital chez l'homme, c'est le plus, et l'organe génital chez la femme, c'est le moins. Donc en fait, les deux se complètent, et quand tu regardes un petit peu pour faire du tantra, etc., enfin toute la partie énergétique, hop, en fait, tu vois qu'en sexualité, dès que tu veux aller un petit peu plus en profondeur et pas rester dans une sexualité classique entre guillemets, tu vas en fait apprendre à connaître la théorie du cercle, comme ça, de l'osmose qui se crée entre l'homme et la femme. Bon, évidemment, il n'y a pas que ce modèle hétéro. Voilà, donc bref, l'énergie qui traverse, etc. Donc tout ça, c'est une notion d'énergétique qu'on trouve dans la nature, qu'on trouve partout. Les origines du yin et du yang, donc de l'énergie féminine, masculine, on va dire ça comme ça, c'est des concepts qui sont issus de la philosophie taoïste chinoise. Donc c'est deux forces complémentaires, opposées mais qui s'attirent, et c'est pas des opposés qui se tirent dessus, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment complémentaire, on a besoin des deux, on incarne les deux dans nos vies au quotidien, etc. Et donc important de préciser que ces énergies ne sont pas une question de genre, c'est pas le masculin est réservé aux hommes et le féminin est réservé aux femmes, parce que ça c'est quelque chose qui est très critiqué en ce moment, en mode oui il faut être dans la féminine énergie, machin, très critiqué, alors qu'on oublie en fait les fondamentaux de ce concept, c'est que tout le monde incarne le féminin et le masculin et que ce n'est pas quelque chose de genré. C'est pour ça que moi je préfère parler de yin et de yang, parce que on dit pas féminin, masculin, parce que dès que je dis par exemple que moi je suis une femme plutôt que j'ai un côté masculin prononcé, des fois on me dit mais non t'es hyper féminine, tu mets du rose tout le temps, tu te maquilles, blablabla. Une femme masculine c'est une femme mascu qui a les cheveux courts, qui s'habille un peu comme un mec, lesbienne, etc. Sauf que c'est pas du tout le sujet, on parle pas de stéréotypes de genre, vous voyez ce que je veux dire. Donc on oublie ce terme pour cette vidéo, bon même si je risque de dire énergie féminine, etc., mais on va plutôt parler de yin et de yang, ce sera plus parlant. Alors donc la qualité du yin, entre guillemets énergie féminine, ça va être tout ce qui est dans la réceptivité. Évidemment ce sont des qualités qui sont souvent associées aux femmes, qui sont un petit peu plus le naturel de la femme, mais c'est encore une généralité, voilà, toutes les femmes ne sont pas douces, intuitives, réception, etc., parce que on est dans une société où on a des tendances qui s'échangent aussi. On est dans une société où les femmes sont obligées de se masculiniser entre guillemets, d'avoir un penchant qui est très yang, vu qu'on nous a privé de nos droits pendant très longtemps, etc. On a dû avoir un yang beaucoup plus poussé qu'on aurait développé naturellement s'il n'y avait pas eu le capitalisme, etc. Mais
si on va parler de la féminité du yin, même au niveau de la sexualité par exemple, la femme est réceptive. La femme, c'est le réceptacle, c'est celle qui va, comment dire, accueillir l'organe génital de l'homme. C'est l'organe masculin qui donne à l'organe féminin. L'organe féminin est en position de choisir ou pas ce qu'elle accepte de l'homme, etc. Évidemment, il y a des animaux qui sont hermaphrodites, comme les escargots, qui sont les deux genres en même temps, qui sont femelles et mâles en même temps. Donc évidemment, il y a des exceptions. Donc voilà, on va retrouver des qualités comme la réceptivité, l'intuition, la douceur, la créativité, la sensibilité, la lenteur et l'accueil, l'intériorité, etc. Donc c'est pas... Alors comment dire? Parce qu'en fait, la ligne est très fine entre le stéréotype de genre qu'on reproche beaucoup à ce concept-là et la réalité naturelle, entre guillemets, vous voyez? Parce que le fait qu'une femme soit douce et machin, souvent on est là en mode mais... Non, on se bat depuis des années pour pas dire qu'une femme est nécessairement douce et naïve et à la merci de l'homme, etc. Sauf que je sais que la ligne est très fine à comprendre, mais s'il vous plaît, comprenez ce que je veux dire quand je dis que ce n'est pas un stéréotype de genre. On parle vraiment de yin et de yang. On va dire que c'est des prédominants naturels, sauf qu'on va voir que y a des femmes qui sont totalement beaucoup plus dans leur yang et des hommes qui sont beaucoup plus dans leur yin, et que du coup ça veut rien dire si on est un homme ou une femme. Donc voilà, on associe beaucoup le yin à la lune par exemple, donc la lune qui est la nuit, qui permet de créer l'introspection, qui crée un petit peu le dark, le moment où tout est tamisé, tout est sombre, où on a le temps en fait de revenir à soi, où on a le temps en fait de laisser les choses venir à nous, parce que c'est la nuit, c'est le temps de repos, etc. C'est tout ce qu'incarne la lune, les émotions, etc. Et même dans les croyances comme l'astrologie par exemple. Moi j'ai été une adepte d'astrologie très longtemps, mais c'est un bon exemple, et la lune dans les philosophies à travers le monde, c'est souvent représentatif de cette énergie yin. Voilà. Ensuite donc l'énergie yang, ça va être une énergie avec des qualités associées beaucoup plus dans le faire, dans l'action, dans le fait de provide. Ça va être la structure, ça va être la décision, ça va être la vitesse, ça va être le mouvement droit, la ligne droite, le contrôle, la protection, etc. Donc typiquement quand on est dans un moment de notre vie où on est en train de faire des projets, de se fixer un emploi du temps, de se fixer des objectifs, blablabla. Là, on est dans une énergie yang. Quand on est en fin de soirée, qu'on est en train de créer un moment d'intimité avec quelqu'un, qu'on est en train d'écrire, de faire du journaling, qu'on est en train d'introspecter, qu'on est en train de faire de la cuisine, qu'on est dans un moment vraiment pour soi. Alors, la cuisine, encore une fois, pour moi, c'est quelque chose de yin, mais c'est pas quelque chose d'associé à la femme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est juste que dans l'énergie que c'est de faire de la cuisine, c'est je cuisine, je m'occupe de mes aliments pour me nourrir en conscience, etc. Bon, évidemment, ça dépend si en même temps de cuisiner, on est en train de regarder une vidéo YouTube sur comment lancer sa marque et comment faire du business, etc. Là, vous voyez, c'est un truc qui est brouillon, et c'est pour ça que dans notre société, on a tendance à beaucoup plus se yangiser, entre guillemets, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps où on est vraiment en full conscience, où on est centré sur soi, etc. Et les nuances sont à faire partout, en fait, voilà. Et typiquement, dans le sport aussi, on va retrouver des sports qui sont beaucoup plus yin et des sports qui sont beaucoup plus yang, vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, il y a plein de mecs qui font du sport yin et plein de meufs qui font du sport yang. Par exemple, dans la danse, on va se retrouver dans un truc beaucoup plus yin, parce que ça, c'est un sport, c'est aussi un art. Ça va demander beaucoup plus d'intérieur de soi, surtout quand on fait de la danse genre contemporain, jazz, tout ce qui va être un petit peu dans l'émotionnel, etc. Si je prends l'afro, le hip-hop, etc., ça rentre moins dans les cases du yin dès qu'on va commencer à faire du contemporain, etc. Surtout quand on fait la danse intuitive, quand on fait la danse de l'impro, de la danse impro, là on est totalement dans du yin, parce que on va être dans quelque chose qui relate de soi. On va aller chercher des émotions en soi, on va faire naître quelque chose, on va créer. Voilà, l'énergie yin, c'est la création, c'est l'utérus, c'est la création d'un enfant, etc. Tout ça, c'est énergie yin. Donc voilà, la danse, c'est vraiment puiser au fond de soi, et la danse, c'est aussi quelque part une introspection. Vous voyez ce que je veux dire? Encore faut-il réussir à être à l'écoute de soi, parce qu'on peut très bien faire de la danse très yin et être complètement déconnecté de soi. Donc du coup, tous les pouvoirs, entre guillemets, tous les bénéfices de faire un sport yin, on les trouve pas en fait quand on fait du sport, parce qu'on est totalement déconnecté ou dans le déni, qu'on veut pas voir certaines choses. Quand on va faire un sport de team, genre du rugby, du foot, etc., là on va être dans une énergie plutôt yang, parce que on a des objectifs précis, on est en équipe, on a des stratégies, on a des objectifs. L'objectif c'est la cage ou le panier ou le truc ou machin. Donc on fonctionne vraiment par stratégie, ligne droite, les passes, les trucs, les machins. C'est des sports qui sont plutôt dans l'énergie yang. On peut très bien être yin dans ce sport et apporter autre chose, on est d'accord. Et on va dire dans les arts martiaux, et je dirais que par exemple dans les arts martiaux, on est un petit peu à la limite entre yin et yang, parce que tout un aspect stratégique yang, où on va chercher à comprendre la stratégie de l'autre pour la retourner contre lui. Donc il y a tout un processus yang dans la tête, et en même temps il y a tout un processus yin, parce que combattre, entre guillemets, ça demande aussi de se battre de l'intérieur.
voyez ce que je veux dire? Donc pareil, on va être dans une introspection plus modérée que dans la danse par exemple, mais on aura une introspection parce qu'il faut aussi rentrer, comment dire, on rentre dans l'intime de la personne en face parce que, comment dire, parce qu'il faut réussir à le comprendre, c'est un à un, et il y a toute cette dynamique-là de comprendre le langage corporel, etc. Et puis même ça fait remonter des choses, de devoir se défendre, de prendre des coups, etc. C'est une très bonne thérapie aussi. Moi je me rappelle que quand je faisais de la boxe, je supportais pas d'être frappée et de me prendre des coups dans la tête parce que c'était trop dur. Je pouvais pas me faire taper dessus, c'était trop dur et ça demande... Le sport de combat aussi demande, je pense, une grosse introspection en fait, même si elle n'est pas volontaire ou qu'elle est un petit peu inconsciente, mais quand on fait un sport de combat, je pense qu'on en apprend beaucoup sur soi aussi. Dans n'importe quelle expérience, on en apprend sur soi, mais je pense que c'est intéressant de faire une fois dans sa vie un art martial pour voir où est-ce qu'on en est dans le fait que quelqu'un nous fasse du mal, même s'il nous fait pas mal directement, peut nous faire du mal au niveau psychique, et comment nous, on peut, dans un cadre bien précis, taper l'autre, frapper l'autre et lui faire du mal entre guillemets. C'est plus compliqué qu'on ne le pense, je pense. Je sais pas si vous pouvez confirmer les personnes qui font tous ces sports là, danse, rugby, art martial, etc. Donnez-nous vos expériences, peut-être que vous serez d'accord, peut-être pas d'accord, mais c'est toujours intéressant. Dans cette notion d'énergétique, etc., il y a toujours une notion d'équilibre, déséquilibre. Et c'est pour ça que moi je voulais faire cette vidéo, c'est parce que je me sens déséquilibrée dans mes énergies féminines, masculines depuis un bon moment. Et entre guillemets, l'idéal, c'est d'avoir une énergie yang et une énergie yin qui sont à peu près équilibrées, qu'on puisse sauter de l'une à l'autre et qu'on soit pas bloqué dans l'une ou dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une nuance à faire entre j'incarne les deux énergies, mais je suis bloquée un peu plus dans l'une que dans l'autre, ou je suis équilibrée, il y a des jours où je suis dans mon yin, des jours dans mon yang, des heures dans mon yin, des heures dans mon yang, vous voyez ce que je veux dire? Le but c'est de pouvoir switcher comme ça m'arrange, de pouvoir en fait prendre les qualités de chaque énergie entre guillemets quand ça m'arrange. Donc les exemples les plus fréquents qu'on peut voir quand on a par exemple trop de yang, qu'on est trop dans l'action, dans le faire, etc. et qu'on n'arrive pas à passer du côté yin, c'est qu'on va arriver dans un burn-out. Voilà, le burn-out c'est vraiment le plus bel exemple qu'on puisse sortir pour le surplus d'énergie yang. C'est une hyperactivité, c'est un contrôle excessif, c'est des objectifs inatteignables, c'est un manque d'introspection, c'est un manque de connexion à soi, etc. C'est un manque d'écoute de soi aussi, donc tout ce que représente un petit peu le yin. Donc quand on manque de yin, bah on est forcément en surplus de yang et ça peut nous mener à des burn-out, à ne pas s'écouter, à ne pas se comprendre, donc aller toujours trop loin pour soi, pour son psychisme, pour son corps, etc. Et après quand on a trop de yin par exemple, c'est qu'on va être beaucoup dans la passivité, qu'on va manquer de passage à l'acte, qu'on reste tout le temps au même endroit. Alors on peut être beaucoup dans l'introspection, du coup on a toutes les qualités du yin, on réfléchit beaucoup, on peut être très intelligent émotionnellement, etc. Dès qu'il va s'agir d'y aller, on va avoir ce truc de se mettre des limites mentales, etc. parce qu'on est les pros de la rumination, etc. quand on est trop dans le yin, de se fixer des objectifs et de sortir entre guillemets de notre mal-être quand il y en a un. Voilà, donc ça va être tout ce qui va être procrastination, fuite du conflit, fuite des problèmes, etc. parce qu'on manque de rigueur, on manque de motivation, etc. Et donc, alors moi le point qui m'intéresse le plus, c'est comment ça s'active, le yin et les pôles yang, dans les relations amoureuses. Le tout, c'est d'avoir un équilibre, comme en soi en fait. De toute façon, tout ce qui se passe en soi, on le retrouve dans la relation amoureuse. Ça, on l'a déjà dit, on le sait, c'est un fondamental de ma chaîne YouTube, tout le monde le sait normalement. Donc voilà, donc les polarités, c'est pas un jeu de domination, c'est un jeu d'équilibre. Très souvent, c'est des pôles qui vont s'attirer. Une personne trop dans son yin va forcément se retrouver avec une personne trop dans son yang, sinon ça s'attire pas, ça matche pas. Et donc le but dans une relation, c'est d'avoir deux personnes équilibrées à titre individuel, qui peuvent naviguer entre leurs deux énergies, et dans la relation du coup, qu'on puisse toujours naviguer entre yin et yang, suivant la période, suivant l'activité, suivant la journée, etc. Sauf que on se retrouve parfois dans des relations où l'un est bloqué dans une énergie et l'autre est bloqué dans l'autre. Ce qui se passe un petit peu dans ma vie, pas actuellement, mais qui s'est passé avant et que j'ai essayé de travailler. Parce que, donc moi j'ai dit c'est venu par rapport à mon père, etc. Mais pas que, parce que ma mère a été une femme très très masculine aussi toute sa vie. Elle est beaucoup dans son yang, et ma grand-mère aussi. On a une lignée en fait de femmes dans leur yang, et mon thérapeute dirait même on a une lignée de femmes castratrices, parce que on nous a tellement entre guillemets fait du mal à nous femmes, des hommes nous ont tellement fait du mal dans la lignée, dans le transgénérationnel, etc. C'est Clara du montage, et j'ai oublié de préciser niveau psychogénéalogie, ce qui est intéressant de savoir, c'est que mon arrière-arrière-grand-mère a été violentée, bon tout le reste, violée. Je sais pas si je peux dire le mot YouTube, pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble, par des hommes. Logiquement. Du coup, de ce que je sais, d'aussi loin qu'on se rappelle, du coup, cette lignée qui est devenue très réticente vis-à-vis des hommes aurait pu commencer à ce moment-là suite à ce traumatisme qui s'est transmis de génération en génération. Voilà, ça peut venir même d'avant, mais c'est le seul événement qu'on a actuellement dans l'histoire. Moi, je pense qu'il y en a eu d'autres sur les générations d'après, mais je n'ai pas encore les réponses, ça je vous en avais déjà parlé. Voilà, donc ça je trouvais ça intéressant de le savoir. Que on s'est entre guillemets
yangisé pour pas dire masculinisé, pour en fait rester dans le contrôle et pour réussir à sortir de cette passivité et du fait d'être entre guillemets une victime. On a pris en fait ce yang pour rester dans le contrôle, pour rester en fait à l'affût de la moindre blessure, tout ce que je vous ai dit au début là, pour extraire en fait toutes nos failles, notre vulnérabilité, etc. Sauf que du coup le déséquilibre en fait s'est transmis. Moi j'ai eu le modèle de ma mère qui est très yang, et comme j'ai perdu mon père, forcément j'ai pris le modèle de ma mère. Dans tous les cas, même si j'avais gardé mon père était très yin, vraiment déséquilibré, ma mère trop yang et mon père trop yin, et ça se voyait en fait totalement dans leur relation par des trucs tout cons, genre c'est toujours ma mère qui planifiait tout le temps tout, et mon père qui juste était là en mode bon ok on fait ça. Pareil pour les courses, mais ça c'est un truc qui est souvent fait. Alors des fois ça n'a pas de rapport avec l'énergie yin et yang, on est bien d'accord. Des fois c'est juste une incapacité des hommes à savoir faire une liste de courses et tout, mais là c'était vraiment un déséquilibre des énergies. C'est toujours ma mère qui donnait entre guillemets les ordres, les lignes directrices, etc., les objectifs du couple, de la relation, de la famille, les voyages, les sorties, les trucs machin, et mon père suivait. Il faisait exactement tout ce qu'elle disait à la perfection, mais il savait pas prendre d'initiative de lui-même. C'est jamais lui qui donnait les directives, qui était un petit peu leader, etc. Et tous les deux étaient coincés dans leur pôle, voilà. Et d'ailleurs donc c'est un petit peu poussé à l'extrême, mais le fait que mon père se soit enlevé la vie parce qu'il était beaucoup trop coincé dans son yin, je trouve que ça montre bien son incapacité en fait à sortir de lui-même pour mettre des choses en action, etc., en dehors de lui, son introspection et son énergie yin en fait. Bon là c'est vraiment le cas extrême, mais je trouve que à l'extrême ça illustre bien quand même, vous voyez. Donc du coup par rapport au modèle de ma mère, j'ai essayé de mettre des choses en place pour ne pas suivre exactement son chemin elle, parce que j'ai pas envie d'être bloquée dans mon yang comme elle l'est, mais il y a quand même des résidus et il y a quand même une dynamique qui s'est créée chez moi où je suis quand même sacrément bloquée dans un yang que je ne veux pas supporter toute ma vie. Donc je travaille dessus, en thérapie je travaille dessus, j'essaie de travailler dessus au quotidien, mais c'est dur parce que je me suis construite dans mon yang, donc revenir dans un yin où j'ai pas du tout l'habitude d'être, c'est compliqué. Et donc un exemple typique dans ma relation avec le A, c'est que lui était très yin à l'époque de notre relation et moi j'étais très yang. Ce qui s'est passé, c'est que là on a tous les deux énormément bossé sur nous, bon lui il a pas conscientisé que c'était qu'il avait bossé là-dessus, mais il a bossé là-dessus sans s'en rendre compte, et moi j'ai bossé là-dessus en sachant qu'il y avait un problème là-dessus, qui avait aussi tout à fait à voir avec le syndrome du sauveur, etc. Ça c'est un truc très yang aussi. Et donc j'étais bloquée dans mon yang dans cette relation, lui bloqué dans son yin, on s'est séparés, on a réussi tous les deux à évoluer. Mais évidemment qu'en restant ensemble, si on faisait pas le travail nécessaire, on allait juste en fait rester bloqués dans nos polarités sans travailler dessus, parce que d'une certaine manière on se complétait bien, même si ça créait des discords et tout, et qu'il y avait beaucoup d'autres problèmes dans la relation, mais bref, on peut en fait rester confortable dans la relation parce que on n'a pas besoin de changer vu qu'on attire des personnes qui sont au même degré que nous dans leur déséquilibre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais du coup, depuis que j'ai commencé à faire mon travail là de yin et yang, je me suis dit non mais le A, c'est la dernière fois que je me mets en relation avec une personne aussi yin. Ce qui implique que moi, je dois revenir dans mon yin. Sinon, je pourrais pas être avec quelqu'un de yang si je reste dans mon yang. C'est strictement impossible. Donc c'est pour ça que j'ai entamé ce grand chemin là. Et je vois déjà les effets que j'attire beaucoup plus d'hommes dans leur yang qu'avant. Parce qu'avant, mélangé à ce syndrome du sauveur, etc., j'attirais beaucoup de personnes, beaucoup dans l'introspection, beaucoup dans leurs émotions, beaucoup machin, mais qui manquaient cruellement de yang. Et moi, ça me manquait, sauf que c'est moi qui incarnais le yang. Donc en fait, je ne laissais pas la place à qui que ce soit d'incarner un yang, de prendre des initiatives, de leader la relation, etc. Parce que c'est moi qui voulais garder le contrôle sur la relation inconsciemment. Donc j'étais là en mode mais lead la relation, prends le contrôle de la relation parce que moi j'en ai marre, j'ai envie de savoir aussi revenir dans mon yin, mais même si c'est pas du 100%, 0%, on est bien d'accord. Mais de temps en temps, j'aimerais bien réussir en fait à step back et laisser la personne s'occuper des choses, etc. En fait, je disais ça, prends le lead de la relation, mais le prends pas, c'est toujours moi qui garde le contrôle derrière, etc. Donc en gros, tu prends le lead, mais sur un temps imparti que moi je choisis, que machin. Donc en fait, c'était impossible pour la personne en face, notamment dans ma relation avec le A, de prendre le lead de quoi que ce soit, puisque je ne laissais absolument pas la place. C'était une demande que je formulais, soit plus initiateur de choses, etc., prendre des responsabilités. Sauf qu'en fait, à chaque fois que la personne le faisait, j'étais là en mode non, vas-y, laisse-moi faire et je fais, etc. Donc en fait, je laissais aucune possibilité d'évolution à la personne avec qui j'étais en relation, avec le A et avec d'autres. Donc c'est là où je me suis dit, en fait, si je veux un mec yang, il va falloir que moi je revienne dans mon yin, dans ma féminité, etc. C'est pas féminité, bref, vous avez compris. Alors, parce qu'il y avait aussi ce phénomène-là que dans les petites relations, entre guillemets, que j'ai eues dans mon dating life, par exemple, j'en parle un peu, des petites relations d'été, où je sais qu'en fait, ça va pas durer. Dans ce genre de relation, j'arrivais vraiment à être dans mon yin, parce que je sais que ça allait pas durer, qu'il y avait pas d'investissement hyper important, etc. Donc en fait, moi, je m'en foutais, je laissais complètement le contrôle à l'homme. J'étais là en mode, j'arrivais, je mettais les pieds sous la table. Je pense à ma petite histoire là, l'été à la tranche, avec un mec qui me faisait à manger, qui se disait bon bah on fait ici, on voit ça, on se voit à telle heure, machin. Et moi je suis là en mode
ok, je suis sa petite princesse et ça me va très bien. Et en fait, c'est ça aussi qui a été un élément déclencheur, c'est que je me suis dit, mais en fait, j'aimerais bien garder ce truc-là dans mes autres relations. Mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi dans des relations plus longues, plus sérieuses, plus investies, comme avec le A par exemple, j'arrive pas à rester dans mon yin comme je le reste avec les petites histoires de quelques semaines, vous voyez. Sauf que la différence, et ce que j'ai vu avec mon thérapeute de la séance de psy dernière, c'est que dès que ça implique beaucoup plus d'émotionnel, beaucoup plus de long terme, bah il y a la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de la trahison qui arrive, et du coup je veux garder le contrôle parce que je laisse beaucoup plus de pouvoir à la personne sur moi, beaucoup plus de pouvoir de m'abandonner, etc. Bon, ça c'est dans toutes les relations amoureuses. Je me conditionne en disant, bon bah cette personne-là va rester longtemps dans ma vie, je vais lui donner beaucoup d'affection, je vais attendre beaucoup d'elle aussi, il va y avoir une dépendance qui se crée, donc du coup je peux pas me permettre de rester dans mon yin avec cette personne parce que ça lui donne trop de possibilités de me blesser et de me faire du mal, etc. Donc du coup je reste dans mon yang à partir du moment où je voyais que la relation allait durer, etc. C'est pour ça que dans la relation avec le A, j'étais beaucoup plus dans mon yang. À contre-cœur, du coup, c'est pas ce que je voulais, mais c'est ce que je faisais parce que j'étais pas consciente, entre guillemets, de tous mes mécanismes. Je savais pas juste comment agir, comment faire, j'avais pas mis de mots dessus. Et dans mes relations d'après-rupture, etc., pendant une petite année là, j'avais que des petites relations, situationships et tout, où j'étais dans mon yin et ça me plaisait. Et ça faisait un peu cet effet de tapis rouge et vas-y que je suis la princesse du mec et tout, et que ça m'allait très bien. Sauf qu'à un moment, j'en ai marre parce que bah, c'est pas ce que je veux, c'est pas investi, c'est pas une relation qui tiendra sur le long terme, etc. Comme avec le A, les petites relations comme ça en montrent sur moi, montrent comment je peux me comporter quand il n'y a pas d'attache spécifique, il n'y a pas d'attache long terme. Mais par contre, ma relation avec le A et comment j'étais avec lui quand il y a une vulnérabilité qui est indéniable, ça montre quel mécanisme vraiment j'ai dans la tête et qu'est-ce que j'ai à travailler. Parce que s'il n'y a pas d'investissement émotionnel, il n'y a pas vraiment mon true self, vous voyez, il n'y a pas vraiment ma partie véritable de petit enfant blessé, abandonné, de ma partie primaire, vous voyez ce que je veux dire, c'est avec les autres, quand je suis traitée comme une princesse dans mon yin et tout, ça reste superficiel, ça reste la phase un peu lune de miel, vas-y que je te montre toutes mes qualités, mes trucs, mes machins, mais c'est pas du réel, c'est pas un truc concret, je vois pas la personne dans son entièreté, je vois ce qu'elle me renvoie de moi, et ça me plaît parce que au premier abord, je me fais tout le temps bien traiter parce que, évidemment, je suis une meuf incroyable, non je rigole pas, mais enfin c'est comme ça dans les situationships, c'est toujours comme ça, enfin j'ose espérer pour vous que vous faites bien traiter dans des relations qui démarrent, mais en tout cas moi je me faisais trop bien traiter quoi, et encore heureux, sauf que je me disais mais pourquoi quand je suis dans une relation comme avec le A, je me fais pas aussi bien traiter, et en fait je me suis juste rendu compte par le biais de moi-même et par le biais de ma thérapie que c'est parce que je n'acceptais pas qu'on me traite correctement quand c'était une relation long terme parce que j'avais peur qu'on me nique, j'avais peur qu'on me trahisse, j'avais peur qu'on m'abandonne. Donc je disais, bon bah toi, je sais que ça va durer 2 semaines, vas-y que je suis dans mon yin, vas-y que je te laisse faire parce que de toute façon, tu te barres, tu me fais du mal, je m'en fous, ça, je vais peut-être me faire du mal une semaine, je vais peut-être prendre un coup à mon ego, mais je m'en fous, ça va pas me toucher dans ma moi profonde. Alors que toi, je te donne de mon temps, je te donne de mon énergie, je me projette avec toi, il y a une relation vulnérabilité avec toi, tu sais tout de moi. Toi, tu vas avoir possibilité de me blesser. Donc toi, je te laisse pas contrôler la relation parce que sinon ça va me faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme avec mon père, voilà. Donc les relations qui tendent vers de la vulnérabilité, un vrai attachement. Donc l'attachement, je dis attachement c'est l'attachement qu'on transfère de notre relation parentale à nos relations amoureuses, on est bien d'accord. Donc c'est l'attachement profond dès qu'il y a la vulnérabilité et tout. C'est là où on va déplacer nos schémas en fait. Alors que quand il n'y a pas d'attachement, quand il y a juste de l'attraction, quand c'est de la séduction, quand c'est un schéma séduction, qu'il n'y a pas de sentiments, il peut y avoir des petits sentiments, mais c'est pas des sentiments, il n'y a pas d'attachement profond à la personne, même si ça dure quelques mois. Les situationships où il n'y a pas de perspective d'avenir, où il n'y a pas réellement de problématiques qui sont créées parce qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de projection future, on voit pas le true self des personnes. Là, il n'y a pas ce problème-là d'abandon et ça reste superficiel. Donc ça, j'en ai pas peur. Donc à chaque fois, c'était tout beau, tout rose parce que on se reflète le miroir narcissique en fait. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre parce que j'étais là en mode mais pourquoi dans mes relations où je m'en fous, je suis trop bien traitée et tout, et dans les autres, pas. Alors c'est la relation où je veux être le mieux traité, où je veux le mieux traiter l'autre et tout, mais on n'y arrive pas. Parce que ça engage des mécanismes d'attachement qui sont transférés de parents à relations amoureuses. Sauf que ça n'arrive que quand il y a un vrai attachement qui se crée. Même dans des situationships et tout, on va retrouver le style d'attachement, etc., etc. Mais ça va pas être aussi intense que dans les relations où il y a de l'investissement et tout, parce qu'on est moins vulnérable en fait dans les relations de quelques mois où on sait qu'il n'y a pas de perspective d'avenir et tout, on s'en fout, donc on est beaucoup plus détaché. Il n'y a pas de peur fondamentale qu'on se fasse abandonner, etc. Surtout en attachement sécure. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile d'entretenir des relations long terme que court terme, et c'est là où nous, notre génération, on est un petit peu bloqué parce que on a tendance à beaucoup plus sauter de relation en relation en relation, parce qu'on a peur de s'investir, parce que c'est quelque chose qui va nous obliger en fait à travailler sur nous, sur notre relation à nos parents, nos mécanismes, etc. Sauf que avec les études, avec une société qui est beaucoup plus carriériste, des femmes qui sont beaucoup plus carriéristes, la culture du voyage qui se crée, etc., on est beaucoup moins dans des relations où il y a
un réel attachement. Quand je dis attachement, c'est vraiment l'attachement primaire, hein. On peut être attaché à des situationships, c'est pas ça que je dis. Moi je parle d'attachement vulnérable, concret, qui se crée avec le temps, etc. On est beaucoup moins là-dedans parce qu'on a forcément beaucoup moins de temps à accorder, beaucoup moins d'énergie à accorder, mais beaucoup moins de travail sur soi à accorder parce qu'on est pris à autre chose. On est pris par nos carrières, on est pris par nos études, on est pris par nos voyages, on est pris par la FOMO, fear of missing out. On a peur de pas avoir assez voyagé, de pas avoir découvert assez de personnes pour choisir, pour machin. Et moi la première, mais quand je dis ça, c'est vraiment moi la première, je m'inclus dedans à 100% totalement. Hein. Sauf que moi, très tôt, je me suis engagée dans une relation, etc. Donc j'ai développé cet attachement-là. Et bon bref, tout ça pour dire que je comprenais pas pourquoi mes relations, situationships, etc. étaient trop bien, blablabla. Et ma relation longue, hyper compliquée. On se traitait mal et machin, et vas-y qu'on se renvoie nos blessures, et vas-y qu'on se trahit et que machin, et qu'on revient sur nos bêtises, qu'on évolue ensemble, etc. Mais que ça reste hyper complexe en fait. Et pourquoi ça peut pas être aussi facile que les situationships? Mais maintenant, j'ai compris. Donc c'est ce que je vous dis maintenant, c'est qu'il y a un investissement, il y a l'attachement, et l'attachement est difficile. Voilà, c'est toutes les nuances à faire sur l'amour, c'est qu'il y a l'amour attachement, il y a l'amour pas attachement, il y a l'amour qui dure que quelques semaines, quelques mois. Alors nuance aussi, ça veut pas du tout dire qu'on est moins sincère avec des personnes avec qui ça dure moins longtemps. Parce que ça veut pas dire que moi, mes fleurs de quelques semaines, je les ai pas vraiment appréciées, etc. C'est juste que la profondeur du lien est différente, ça veut pas dire que c'était du fake ou quoi que ce soit. C'est juste c'est incomparable. La teneur du lien, ce qui tient le lien n'est pas aussi profond et vulnérable et anxieux que ça peut être avec des relations longues où il y a vraiment un enjeu pour soi, pour notre survie, pour notre cerveau, pour notre système nerveux, etc. qui enclenche en fait des mécanismes de survie parce que ça rejoint notre attachement à nos parents, à nos événements traumatiques, etc. Voilà, donc c'est ça la plus grande différence que moi j'ai mis du temps à comprendre. Voilà, donc là je vais vous énoncer en fait les critères de l'homme que j'attends. Et en fait c'est un homme comme moi. Mais très concrètement c'est que j'aimerais un homme comme moi avec toutes mes qualités. Sauf que du coup ce n'est pas possible vu que toutes les qualités que moi j'incarne, des fois involontairement parce que je sais que je suis trop dans mon yang et que j'aimerais bien un homme un peu plus yang que moi, toujours équilibré, mais moi j'aimerais bien aussi retrouver mon yin, au moins dans la relation parce que je sais que dans ma vie de tous les jours je suis très yang. Déjà je suis carriériste, j'ai longtemps, alors ça je sais pas encore, je sais pas si je suis carriériste ou pas. Je suis pas dans le sens où moi j'ai fait passer les enfants avant ma carrière par exemple, mais je savais que j'allais pouvoir gérer les deux. Donc ça c'est un truc très yang aussi, c'est-à-dire ok j'ai été dans mon yin à enfanter etc, mais j'avais toujours ce truc derrière de non mais j'ai les réseaux, je vais faire mon propre argent etc. Donc c'était pas vraiment un yin pur où je laisse le lead à quelqu'un d'autre qui prend soin de moi pendant que moi j'enfante etc. J'étais dans un yin de création, mais dans ma vie autour de moi, dans le matériel, j'étais totalement dans un yang. J'étais en train de développer mes réseaux, en train de développer ma carrière, de me dire que je vais faire mon propre argent, de me faire mes projets futurs, mes trucs, mes machins. Tout ça, et au quotidien, je suis très dans mon yang. Là, je suis en train de créer une marque. Je suis toujours en train de travailler. Je fais mes propres choix, entre guillemets. J'habite toute seule. Je fais tout toute seule. Je me fous mes objectifs. Je suis dure, en fait, envers moi-même au quotidien. J'aimerais bien, en fait, que dans ma relation amoureuse, je n'ai pas à être encore yang. J'aimerais bien que ma relation amoureuse dans l'intimité, je sois en pause, entre guillemets, qu'on prenne soin de moi comme moi je prends tout le temps soin des autres, etc. Sauf que ça, pour l'instant, même si je travaille dessus et que ça va beaucoup mieux, c'était pas possible pendant un long moment parce que j'incarnais trop ce que je voulais. Donc en fait, je le retire à moi, puisqu'il n'y a pas les polarités opposées et qu'une femme trop yang, ça n'attire absolument pas un homme yang. Voilà. Quand c'est déséquilibré, je veux dire. Hein. Donc j'avais fait une petite liste de la personne que je mérite. Ça date du 1er mai. Donc j'aimerais une personne ambitieuse, entreprenante, avec des projets, des passions, une envie de partager et une envie de transmettre, moi. Enfin, moi je considère que je suis comme ça en tout cas. Quand je dis ambitieux, c'est ambitieux au niveau du statut social. Comme je le suis moi, avec les réseaux, avec la marque, la reconnaissance sociale, etc. Pour moi c'est hyper important. Ça c'est la prochaine séance que je vais faire avec mon thérapeute, le 4. Donc peut-être qu'après ça, vous verrez la vidéo là le 11, je crois. Sauf qu'il faudra prendre en compte que d'ici là, j'aurai parlé de tout ça avec mon thérapeute. Donc peut-être que dans 2 semaines, il y aura une autre vidéo, enfin ou dans quelques mois, où je dis d'autres choses. Ce que m'a dit mon thérapeute à la séance d'avant, c'est que, par exemple, dans ma relation avec le A, je ne voyais pas l'ambition comme lui voyait son ambition. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je le trouvais pas ambitieux et je mettais un jugement là-dessus en mode, toi, t'es pas ambitieux, alors qu'il m'a juste dit, mais vos ambitions sont différentes. Toi, ton ambition, c'est dans le yang, justement. Ton ambition, c'est le yang, c'est la reconnaissance sociale, c'est l'action, c'est le faire, c'est entreprendre, etc. Alors que l'ambition de ton partenaire, c'est de travailler et de créer son atmosphère yin, c'est de créer la famille, c'est de créer ses relations, c'est d'entretenir ses relations, c'est de travailler le lien, etc. Parce que moi, l'ambition, je la voyais pas comme ça, parce que moi, ça c'est quelque chose d'acquis en moi, en fait, cette partie-là, création du lien, etc. Moi, c'est un truc que je fais depuis toujours, parce qu'on a des passés différents, etc. Donc en fait, son ambition à lui, c'était pas du tout la mienne, parce que lui, depuis toujours,
toujours avait travaillé cette ambition-là de reconnaissance sociale, etc., dans le sport, machin, machin. Donc moi, son ambition, je la voyais pas comme ça. Donc je le pensais pas ambitieux. Mais mon thérapeute m'a dit, mais son ambition, il l'a, c'est juste que tu la situes pas, tu la conscientises pas parce qu'elle est pas au même endroit que toi. Toi, l'ambition, c'est forcément entreprendre, c'est forcément avoir des projets, c'est forcément viser la reconnaissance sociale, le statut social, etc. Sauf qu'il y a des personnes qui sont nées là-dedans, qui sont nées avec un statut social, qui l'ont créé dans leur enfance, mais par contre qui ont manqué de yin dans leur vie. Donc ils vont chercher, leur objectif, ça va être du yin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc toi, ton ambition, c'est le yang, mais l'autre personne, son ambition, c'est le yin. Et ça veut pas dire qu'il est pas ambitieux, ça veut dire que il va chercher ce dont il a manqué. Et toi, c'est exactement pareil. Donc du coup, ça m'a fait prendre conscience que oui, c'est exactement vrai. Donc ça, c'est quelque chose à travailler parce que je ne conscientise pas une ambition qui est, entre guillemets, différente de la mienne. Je parle dans mes relations et c'est quelque chose d'inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas dire, par exemple, avec mes clients quand je suis en consultation, je vais pas leur dire « Non mais toi, t'es pas ambitieux parce que ton ambition, c'est vers ci, c'est vers ça. » Là, on parle de vraiment comment moi je suis, quand je suis pas objective sur les choses, dans ma relation typiquement amoureuse, quand il y a un enjeu de relation, de vulnérabilité, etc., exactement ce que j'ai dit avant. Ensuite, je mérite quelqu'un d'attentionné qui se préoccupe de mon bien-être, qui s'intéresse aux petits détails, qui fait attention à mon cycle menstruel, etc., etc. Ça, c'est quelque chose quand même d'assez yin, mais aussi assez yang. Le fait le caring, il est mi-yin, mi-yang. Tout dépend de comment on l'adapte, de comment on le perçoit et de comment on agit en fonction de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, bon, ça va, tranquille. C'est juste que c'est perçu souvent différemment selon les personnes dans la relation, etc. Mais ça, j'ai pas eu trop de problèmes avec ça. C'est juste que j'en attends plus, parce que moi j'ai toujours été attentive aux détails, parce que ça a toujours été un mécanisme de défense chez moi, de déceler la moindre émotion, le moindre problème chez les gens, pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi, pour éviter que, si je caricature, pour éviter que ça mène à une dépression, que ça mène à s'enlever la vie comme mon père l'a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça part loin, mais les mécanismes, ça se crée comme ça. J'ai perdu mon père parce que j'ai pas vu qu'il était en dépression, parce que j'ai pas voulu le voir surtout. Donc du coup, j'ai créé ce mécanisme-là, de toujours être attentive au moindre détail des personnes, pour éviter qu'on m'abandonne, pour éviter que la personne aille mal, pour sauver les gens en fait. Donc ça, c'est des compétences que j'ai acquis très jeune. Donc j'attends d'une personne en face qu'elle soit pareille avec moi, qu'elle fasse attention aux moindres détails, qu'elle sache tout. Typiquement un truc, j'attends d'une personne qu'elle regarde mes republications, mais des trucs tout con. Et je ne sais pas pourquoi, mais parce que moi je le fais, parce que moi je vais tout chercher à le savoir chez quelqu'un, etc. et que tout me semble important. J'attends aussi d'une personne qu'elle va regarder toutes mes vidéos YouTube et qu'elle le fasse de son plein gré, que ça l'intéresse, qu'elle s'intéresse vraiment à moi en profondeur, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, j'attends d'une personne qu'elle soit ouverte d'esprit, curieuse, etc. Toujours envie d'en apprendre plus sur les choses, qu'elle soit curieuse de l'humain, qu'elle aime l'humain et tout. Ça va, j'ai pas trop de problème. Ça me cause pas de problème au niveau énergétique, yin-yang, ça rentre pas trop dans le truc. Ensuite, au niveau de la communication, la gestion du conflit, la capacité à exprimer ses ressentis, etc. Exprimer ses ressentis, c'est quelque chose de yang. On pourrait penser le contraire. Ressentir ses émotions, faire une introspection personnelle, etc. Moi, je mets plus ça dans le yin parce que ça nous concerne soi. Mais par contre, quand il s'agit de l'exprimer aux autres, etc., je trouve que c'est quelque chose de plus yang. Parce que quand on exprime les choses, c'est aussi être dans la relation, il y a aussi un objectif quand on partage une émotion, quand on partage un ressenti, ça mène aussi à réussir à poser des limites, etc. quand on arrive à exprimer ce qu'on ressent. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez yang. Et ça, c'est quelque chose où j'ai pas mal de problèmes quand même à avoir des personnes comme ça dans ma vie quand c'est du long terme. Bon, je parle toujours de la même personne en général, mais j'ai pas envie de citer, enfin bref, vous avez compris de qui je parle. C'est une difficulté que j'ai un petit peu rencontrée, mais ça allait encore parce que il avait quand même, il était assez intuitif là-dessus, donc on arrivait à se rejoindre sur la communication. Mais tout dépendait encore des périodes, si je laissais assez de place ou pas. Beaucoup dans le ressenti, l'intelligence émotionnelle, etc. De pouvoir communiquer ses besoins. Et encore, ça demande pas mal de yang. Une personne intéressée par mon travail et surtout une personne investie. J'attends d'un homme qui soit investi dans mon travail, qui me propose des concepts, des idées de contenu, qui soit avec moi, qui suive mes vidéos, qui me donne son avis, qui soit vraiment là en mode admirateur de mon travail, etc. Et ça, pour moi, c'est yang, mais c'est encore plus yang que moi, je suis yang. C'est vraiment en mode superviser mon yang à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je suis yang dans mon travail, je suis yang dans mon YouTube, je suis yang dans tout ça. Enfin, je suis yang dans le fait de partager, mais je suis yin dans mon fait de ressentir. En fait, quand je ressens, quand je fais mon introspection et tout, voilà. Quand j'écris mes vidéos, je suis en yin, mais quand je vous partage mes vidéos, que je fais du montage, que je regarde mes stats, etc., tout ça, c'est du yang. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je parle de mes réseaux, de mon travail et tout, j'attends de quelqu'un qui soit encore plus yang que moi et qui supervise un petit peu ce que je fais et qui me donne son avis, en fait. Pour moi, ça, c'est un investissement qui est yang, que j'attends. Encore faut-il
que j'arrive à laisser la place à ce yang-là, à quelqu'un qui me donne son avis, qui parfois me fasse des critiques, des retours, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, j'avais tout noté, ça n'a pas forcément à voir avec les énergies yin et yang. À chaque fois, je fais un petit parallèle, mais des fois, il n'y a pas de parallèle. Genre, quelqu'un qui me prend en photo, en vidéo par lui-même parce que ça lui fait plaisir, etc. Ça, c'est un truc que je fais et que j'ai envie qu'on me fasse parce que c'est tout en moi qui prend les photos, c'est tout en moi qui veut garder les souvenirs, les trucs, les machins. Souvent, les gens avec moi, ils arrivent à poster des trucs sur leur réseau, blabla. Et moi, à chaque fois, je me retrouve derrière la caméra et j'ai jamais de photos. Donc, ça, c'est un critère important. J'ai pas encore fait de parallèle avec yin et yang, mais je pense qu'il doit y en avoir un. En tout cas, mais enfin, c'est toujours le truc de faire attention aux détails, en fait, c'est ça. Donc, ensuite, évidemment, quelqu'un qui m'admire, qui me valide au quotidien, qui s'émerveille de m'avoir dans sa vie, tout simplement parce que moi, comme je suis toujours attentive aux détails et tout, je suis toujours, en temps général, je suis toujours admirative de la personne que j'ai dans ma vie. J'arrive à toujours voir le bon, j'arrive à toujours voir certaines compétences, mais dans des trucs tout cons, genre je vais le voir en train de cuisiner, je vais le voir en train de faire un truc, du sport ou quoi, je vais toujours être dans l'émerveillement parce que je vais voir le bon côté et je vais admirer le yang chez l'autre ou le yin chez l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Et j'attends de quelqu'un qui puisse aussi me chérir dans la vie de tous les jours comme moi je le chéris dans ma vie de tous les jours. Et ensuite, alors là ça rentre bien dans l'énergie yin-yang, c'est quelqu'un d'indépendant qui n'a pas besoin de moi pour vivre, qui me considère comme un bonus et inversement. Quelqu'un qui me considère comme un bonus dans sa vie, qui a déjà sa vie et qui m'ajoute juste dedans et qui me chérit tous les jours parce que je suis un bonus. Donc ça c'est quelque chose de très yang, quelqu'un d'indépendant, etc. Donc ça c'est moi, c'est ce que je suis moi. Sauf que comme je suis trop dans mon yang, je permets pas à quelqu'un d'aussi indépendant de rentrer dans ma vie. C'est-à-dire que pendant longtemps, comme j'ai été dans mon yang, etc., dans mon syndrome du sauveur, j'allais vers des personnes qui, entre guillemets, développaient une dépendance déséquilibrée de moi. Parce que pour moi, on est toujours en dépendance dans nos relations. Il y a rien d'anormal à ça, c'est l'être humain, etc. Mais quand il y a une dépendance qui est déséquilibrée ou vraiment on est en dépendance affective, je dirais, ça je m'en nourrissais en fait avant. Là j'ai travaillé dessus, mais je m'en nourrissais inconsciemment parce que ça me faisait dire, ok, la personne est tellement dans son yin est tellement dépendante de moi entre guillemets que je sais qu'elle va pas partir. Donc en fait je m'en nourris et ça c'est un truc qui est intéressant dans les relations. Quand vous dites que il est trop dépendant de moi, il est trop en dépendance affective, etc. Comment on peut se responsabiliser en tant que indépendant, parce que au final quand on attire des dépendants à nous, c'est que nous aussi on est dépendant de la personne qui est dépendante à nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on n'attire pas des dépendants affectifs au hasard. Ça c'est des trucs des fois on n'en a pas conscience, mais la plupart du temps si on attire que des dépendants affectifs à nous, que des personnes dépressives, que des personnes qui ont besoin de nous pour vivre, qu'on est dans un syndrome du sauveur, c'est que nous on va être en dépendance de leur dépendance. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'elles vont pas partir, on sait qu'elles vont pas nous trahir parce qu'elles ont besoin de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important de voir en fait, peu importe les dynamiques, qu'on soit en dépendance affective ou qu'on soit en hyper indépendance à ce qu'on se dit, il y a toujours un revers de la médaille en fait. C'est jamais l'un est noir, l'autre est blanc, l'un est indépendant et nickel dans ses baskets et l'autre est totalement dépendant et c'est de sa faute, il faut qu'il travaille sur lui. On est deux dans une relation et c'est ça qui fait toute la beauté de la complexité de la relation amoureuse. Bref, parenthèse fermée. Donc moi je me considérais entre guillemets indépendante, sauf que je me rendais pas compte que j'étais dépendante de la dépendance de l'autre et que c'est comme ça que je me nourrissais, c'est comme ça que je me sentais reconnue et je me sentais en fait importante parce que j'étais irremplaçable et j'étais la personne avait besoin de moi pour vivre, donc je savais qu'elle allait pas me laisser, donc ça confortait ma blessure de l'abandon, etc. vis-à-vis de mon père, blablabla. Bref, vous pouvez copier-coller ce schéma-là sur votre histoire et tout. Donc ensuite, quelqu'un qui consulte, qui prend soin de lui, dev perso, investit dans sa relation à lui-même, etc. Donc ça c'est un mélange de yin et de yang hyper important. Ça va, j'ai pas trop de mal à trouver, donc ça rentre pas trop dans le cadre. Et ensuite, quelqu'un qui veut créer avec moi, qui veut s'associer, ça c'est un truc que je recherche énormément. C'est dans un point où on est tous les deux équilibrés entre yin et yang, c'est que j'aimerais trop une relation où on peut créer des choses ensemble, on peut partager nos énergies entre guillemets sur un projet, que ce soit projet musique, projet vidéo, projet réseaux sociaux, projet acting, projet sport, projet quoi que ce soit. Mais là en ce moment et depuis un moment, j'ai vraiment ce truc où j'aimerais bien arriver dans une relation avec un homme à créer quelque chose en symbiose où moi je suis pas forcément dans le yang et la personne dans le yin, ou forcément moi que dans le yin et la personne que dans le yang, où vraiment on peut jongler entre nos deux polarités et que ça fasse naître un projet et qu'on s'entende là-dessus et qu'on partage. Moi je suis à fond dans ce genre d'idées, de projets créatifs entre guillemets où les deux on a des choses à apporter et on s'éclate là-dedans et ça rapproche parce que ça crée un lien hyper vulnérable quand on crée quelque chose ensemble, que ce soit un projet entreprise, un projet créatif, etc. Ça c'est vraiment un truc qui me fait hyper envie, mais il y a toujours derrière ce besoin de reconnaissance sociale derrière, de reconnaissance des gens, parce que ce genre de projet, c'est un truc que je vais vouloir poster sur les réseaux. Donc je vais vouloir montrer, regarder ma création, regarder ce que j'ai réussi à faire avec un tel ou un tel, avec mon partenaire, etc. Regarder comment on a mélangé nos énergies, comment c'est trop bien et tout. Moi, j'ai ce besoin-là de reconnaissance sociale, sinon je serais pas sur les réseaux, et c'est le cas de tous les influenceurs. Il y a rien de mal à ça, chacun nos besoins, voilà. Et j'ai envie. Donc ça, c'est un truc que je recherche, voilà. Mais encore faut-il pour ça d'être
équilibré dans nos polarités, voilà. Et en dernier lieu, quelqu'un fier de s'afficher avec moi sur les réseaux. Bon, ça rentre aussi dans le cadre de mon travail, mais ça rentre surtout dans le cadre de mon énergie yang. Et quelqu'un qui est trop dans son yin va être là en mode non mais ma vie privée, j'ai pas besoin de reconnaissance sociale, j'ai pas besoin de faire ci, ou limite j'en ai peur, j'ai peur que les gens me voient, je préfère rester recroquevillée comme ça. Voilà, un surplus de yin, ça peut être un truc comme ça. On peut imaginer les personnes comme ça quand elles sont trop dans leur yin, et quand on est trop dans notre yang, on peut trop comme ça et on n'arrive pas en fait à se revoir de l'intérieur, vous voyez. Donc il y a toujours quand c'est déséquilibré, c'est soit trop tourné vers le monde et tout, on s'oublie complètement, on devient une autre personne et nos émotions elles sont nulle part, et donc là du coup tu peux avoir mal au dos parce que t'es trop cambré vers les autres et tout, tes omoplates elles sont trop proches, les créer des problèmes de dos et tout, et quand t'es trop dans ton yin, bon bah t'es tout courbé comme ça, t'es tout dans ton truc et tout, et t'arrives pas à sortir la tête de l'eau en fait. Et on peut imaginer comme ça, quand t'es équilibré, t'es bien droit, tu sais parfois te recroqueviller comme ça dans ta chaise et pouvoir écrire des choses sur ton papier, écrire ta vie, etc. Et tu peux à la fois, voilà, te tenir un peu plus droit pour aller dans la relation aux autres, dans l'ouverture sociale et tout. Ça, c'est la plus belle métaphore que je puisse faire, je pense, je viens d'y penser, mais bref, je trouve que ça image bien. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les postures des dépendants, des indépendants, des surindépendants, etc., on retrouve un peu cette posture-là, les postures de dépendants affectifs, de surplus de yin, ils se tiennent souvent pas droit. Vous verrez, vous regarderez dans votre entourage. Voilà, donc tout ce que j'ai dit nécessite en fait un équilibre. Et moi, la première, je ne suis pas équilibrée. Encore, là, je pense que j'ai fait 80% du taf, mais il me reste encore 20% à bosser pour retrouver mon équilibre yin-yang. Donc, je suis assez contente. Enfin, 20%, non, peut-être 30 ou 40%, en vrai, j'abuse. Parce que en ce moment, je suis pas en relation. Donc, je vois pas en fait la face directe du truc. Faut voir aussi sur le terrain, parce que travailler la théorie en thérapie et tout, c'est beau. Mais quand on est sur le terrain et qu'on a nos mécanismes qui sont imprimé dans notre tête, qu'on a l'habitude depuis toute petite d'être dans son yang, bon ben c'est compliqué en fait. Des fois tu te retrouves à faire des trucs de yang alors que tu t'avais dit que tu faisais attention, etc. Et voilà, mais en tout cas moi je vois une évolution, le A voit une évolution chez moi je vois une évolution chez lui, donc on sait tous les deux qu'on évolue par rapport à ça, et ça fait extrêmement plaisir parce que c'était quelque chose qui niquait pas mal de choses dans notre vie, individuellement et dans notre relation et tout. Voilà, c'était la petite partie sur les énergies féminines masculines. J'ai parlé super vite, maintenant c'est un sujet, là je pouvais déblatérer, là j'ai pas écrit grand chose sur mes notes, donc tout ce que je disais là c'était vraiment, ça sortait de ma tête. Je crois que j'ai jamais autant débité dans une vidéo, j'espère que j'ai bien articulé. Mais là je me surprends à parler très vite, on dirait que je suis en x1,5. J'essaie de parler à la vitesse de mes pensées en fait, et des fois c'est pas très bien parce que là ce que je suis en train de faire c'est très yang, vous voyez, le yin il va parler un petit peu plus calmement, voilà. Mais ça, là je suis dans le yang parce que je sais que c'est une vidéo, je sais que il va falloir que je la monte ensuite, il va falloir que les gens puissent l'écouter ensuite, etc., que les gens ont pas envie de passer 1h30 à écouter une vidéo, donc des fois même les gens mettent la vidéo en 1,5, moi je fais ça. Donc ça montre aussi qu'on est dans une société capitaliste où le temps est une ressource précieuse, où le temps c'est de l'argent factuellement, donc le temps on le pose pas n'importe où, on choisit où est-ce qu'on met notre temps. D'ailleurs si vous regardez mes vidéos c'est trop bien pour moi parce que je sais que vous investissez votre temps qui est hyper précieux dans une société capitaliste où on n'a pas le temps, où on a le temps de rien, où on regarde tout en x2, on fait tout extrêmement vite, on fait à manger, on regarde une vidéo YouTube en même temps, soit pour se divertir, soit pour se cultiver, soit pour avancer sur un business, soit pour se former, pour développer des compétences, etc. Je sais que c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui, et moi la première, je regarde des vidéos pendant que je me maquille, je regarde des vidéos pendant que je cuisine, et c'est pas des vidéos de divertissement, hein. Moi je suis tout le temps en train de solliciter mon cerveau et tout, sauf que ça c'est un truc, c'est trop yang, et des fois je fais cet exercice de couper mes putains de carottes et de faire de la cuisine sans vidéo, en me disant je fais juste à manger pour me nourrir, pour nourrir mon cerveau, pour nourrir mon corps, et je n'ai pas besoin de stimuler mon cerveau à regarder une vidéo en même temps, etc. Je peux avoir un temps pour moi où je prends soin de moi par le biais de la cuisine parce que je me nourris, etc. Sans forcément faire un truc de yang où il faut absolument que je sois sollicitée pour travailler mon statut social, parce que au final c'est ça, c'est je regarde une vidéo pour développer une compétence, pour développer mon statut social et faire ci et faire ça. Bon, des fois c'est pour développer mes relations, mais ça change rien parce que dans tous les cas mon yin je le transfère en yang sur mes réseaux sociaux. Voilà, donc bref, tout est mélangé, le tout c'est de trouver un équilibre. Ensuite, donc vraiment message de la fin, c'est pas parce qu'il y a un déséquilibre qui va rester là pour toujours et que c'est forcément mal. Des fois les déséquilibres ils nous apprennent des choses aussi. Moi j'ai appris plein de choses en étant dans un déséquilibre où j'étais trop en yang, parce que j'ai appris plein de compétences, j'ai appris plein de choses sur le relationnel, etc. Donc maintenant je peux me placer en yin et apprendre d'autres choses sur les relations, sur moi-même, etc. Donc en fait peu importe votre expérience, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de pas bien, il y a des choses plus agréables que d'autres, et moi je sais que je vais trouver des choses plus agréables en étant plus équilibrée
dans mes énergies. Si vous êtes conscient que vous êtes déséquilibré, mais que vous vous sentez quand même bien, que vous n'êtes pas prêt à faire le travail, que c'est pas prêt dans votre tête, que vous n'avez pas assez laissé mijoter le truc pour être vraiment fin prêt à faire le pas, bon bah laissez-vous tranquille, vous voyez ce que je veux dire? Moi je veux pas vous pousser à faire du travail sur vous pour trouver votre équilibre et tout, on s'en fout. Moi je vous partage juste mon expérience, un peu de théorie pour que vous appliquiez ça dans votre vie. Voilà, il faut que j'arrête de parler, j'ai trop parlé. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, vos témoignages, etc. Merci de m'avoir écouté, ça me fait trop plaisir. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Faites-moi vos retours et je vous dis à la semaine prochaine.